reconstruire en partant du souffle. Donc ce soir, on accueille Yvan. Salut Yvan, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yvan Kam, je suis instructeur de respiration et chercheur de formation. Je suis biologiste et donc je travaille autour de la respiration et de comment effectivement on reconstruit les gens à partir du souffle. Donc merci pour cette invitation et au plaisir de parler sur ce sujet. Bah, merci à toi en tout cas d'accepter de venir en discuter. Euh, c'est intéressant parce que tu es aussi un peu auteur, t'as sorti un livre, tu fais beaucoup de vidéos autour de la respiration, tu as créé ton système autour de la respiration. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Alors, le parcours, c'est assez intéressant puisqu'en fait, c'est vraiment une convergence. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai 5 ans. Donc, bon, bah là, j'ai jamais fait de yoga ou de choses comme ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui, de base, est familier du pranayama. Par contre, dans les arts martiaux, il y a toujours un petit peu de respiration. Et il y a une douzaine d'années, je suis tombé sur un art martial russe qui s'appelle le Systema où Hmm. tout le mouvement est basé sur le souffle. L'idée part de là. Et ce qui est amusant, c'est qu'en parallèle, donc, je faisais mon doctorat de biologie. Et plus ça allait, plus je me tournais sur le métabolisme et sur en fait, l'importance de l'oxygène au niveau cellulaire. Et en fait, au fur et à mesure de ce travail, il y a une forme de connexion qui s'est faite avec le système A où je voyais que avec des motifs respiratoires particuliers, on changeait la manière de bouger le corps, on pouvait changer très très rapidement l'état d'esprit, on pouvait mieux résister à la douleur à un niveau vraiment très significatif. Sauf que les explications, bah, elles n'existaient pas, c'était purement de l'empirisme. Donc je me suis dit, bah, ok, moi ma formation c'est de comprendre comment le vivant ça fonctionne. Donc bah, on va avoir une approche systématique du problème. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis mis à essayer de comprendre comment fonctionnait la respiration. Et ce qui m'a amené à faire un vrai système, c'est qu'en fait, la conclusion de mon travail part de quelque chose de vraiment très évolutif. Finalement, pourquoi on respire, pourquoi on ventile plutôt, c'est parce que en passant du cellulaire au multicellulaire et donc à l'organisme complexe, il a fallu un moyen de continuer à mener l'oxygène au niveau des cellules, ce qui est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et plus tu complexifies un organisme, plus il faut des moyens pour amener l'oxygène. Et comme l'oxygène, c'est vraiment le moyen de fonctionnement de nos types d'organismes, ben en fait, il fallait s'attendre à ce qu'au niveau de la régulation globale de cet apport d'oxygène, il y ait des points d'entrée partout et des points de contrôle partout. Et ce qu'on voit quand on s'intéresse à la respiration de façon globale, ben c'est qu'en fait, du niveau cellulaire jusqu'au niveau biomécanique, jusqu'au même au niveau psychologique, ben en fait, il y a un système d'activation par le souffle et un système d'inhibition par le souffle. Et c'est pour ça que ça m'a amené à un système, puisque aujourd'hui, mon hypothèse de travail, c'est qu'en fait, si on se construit par le souffle, que ce soit au niveau du mouvement, que ce soit au niveau du système nerveux, que ce soit au niveau métabolique, etc., ben on fonctionne mieux. Hmm. Ok, super intéressant. Donc vraiment, la respiration comme base de développement et comme base de toutes nos habilités motrices par la suite, etc. Pour moi, Ok. je mets ça vraiment à la base et vraiment, autant j'ai une approche, on va dire, globale de la respiration, autant j'ai pas une approche globale du corps dans le sens où pour moi, euh, mon point de compétence, c'est comment on respire. Et en fait, après, il faut s'associer à des spécialistes de chaque domaine pour une fois que ce truc-là est acquis, bah, comment un spécialiste ferait en ayant ce matériel de base pour optimiser la performance ou optimiser la santé ou n'importe quoi. Donc, je suis, on va dire, holistique au niveau de la respiration, dans le sens où Mhm. je la traite par tous les points d'entrée. Mais derrière, pour moi, comme c'est la base, bah, une fois que tu as la base, tu en fais ce que tu veux. Et pour optimiser ça, il faut d'autres spécialistes et ces gens-là, c'est pas moi. Ok, c'est super. Je vois que finalement, en fait, on a une approche qui est très proche. On a Ouais, cette ça a l'air. vision holistique avec cette vision aussi de, bah, on peut pas tout faire. On peut être spécialiste dans un domaine, mais on peut pas être spécialiste dans tous les domaines et c'est très correct. Tu vois, de nos jours, je préfère aller voir quelqu'un qui va me dire, bah, moi, je peux pas t'aider, mais par contre, je pense que tu vas devoir t'orienter vers là-dessus, que quelqu'un qui va se dire un grand spécialiste généraliste. Et
qui va avoir ses propres limites. Ok, alors, on avait une petite discussion juste avant qu'on lance là. C'était super intéressant. Tu me parlais du point de départ de la respiration pour tous les mouvements que nous on appelle réflexes archaïques, et toi tu vas appeler les mouvements du bébé. Ouais. En fait, ce que j'appelle les mouvements du bébé, et il faudra qu'on creuse sur les histoires de réflexes archaïques pour voir qu'est-ce qu'on met derrière, mais je pense qu'en fait, vous faites à peu près la même chose. Les mouvements du bébé, pour moi, ça installe le fonctionnement correct du corps. Mais après, une fois que ce fonctionnement-là est correct, n'importe quel geste se fait avec le même principe, avec le même appui respiratoire. Et typiquement, on va parler par exemple, du retourné du bébé. Si tu l'utilises, je suppose que tu as vu ça chez tout le monde, tu demandes à quelqu'un de normal de se retourner, il va faire partir ses jambes d'un côté, il va lever son bassin, il va s'appuyer sur le bras, enfin vraiment un truc pas du tout adapté. Le Hmm. bébé, lui, il va faire quoi? Il va étirer sa tête en partant du regard et tout le reste du corps va suivre. Sauf que la question, c'est comment le reste du corps suit. Si quelqu'un de normal fait ce geste-là, en fait, il va tourner les yeux et ça va bloquer au niveau du cou. Il y a une courroie qui se passe mal. Et en fait, cette courroie, pour moi, c'est quoi? Et on revient à ce que c'est qu'un bébé. Un bébé, en fait, ça passe, on va dire, le premier, deux, trois premiers mois de sa vie, il fait que respirer. Donc, globalement, son seul muscle qui est fort, c'est le diaphragme. Et le plancher pelvien, puisque le diaphragme est constamment en train de pousser dessus. Donc, ça, c'est fort. Tout le reste, en fait, il va nécessairement se construire autour de ça, puisqu'il n'y a que ça qui est fort. Et pour moi, en fait, la rotation de tête, ce qu'elle entraîne, si la respiration est bien en place, c'est comme ça que je la fais travailler, elle va venir évidemment solliciter, au début je fais se faire sur l'inspiration, mais on va chercher jusqu'au niveau des sternocléido-mastoïdiens. Et à ce niveau-là, on a une chaîne avec la cage thoracique qui elle-même a les insertions du diaphragme, qui lui-même sur l'inspiration pousse sur le plancher pelvien, qui lui-même du coup vient tirer sur les psoas et attraper les jambes. Et avec cette position-là, ben, on a la courroie complète qui va chercher jusqu'aux jambes. Donc le bébé fait ça, très clairement. Et quand je le reconstruis chez l'adulte, bah, il fait la même chose. Sauf qu'en fait, une fois que cette construction-là est mise en place, c'est quoi le sens? C'est d'avoir des gens qui sont liés de la tête au psoas, donc aux jambes, par le souffle. Et donc par ce caisson diaphragmatique qui doit être puissant, par derrière une cage thoracique qui est mobile, mais suffisamment mobile pour avoir les mouvements en fait, du diaphragme qui impulse quelque chose et qui donne du mouvement, un coup des sternocléido-mastoïdiens qui, pareil, transmettent correctement la force, et ce qui fait qu'en fait, on a une structure qui va se faire, alors moi j'aime bien dire par la chaîne respiratoire, plutôt que par les chaînes antérieures et postérieures, pour ceux qui s'intéressent aux chaînes musculaires. Ouais, complètement. J'adhère beaucoup à ce que tu dis, c'est super. Nos élèves se retrouveront beaucoup parce qu'on parle beaucoup aussi de fonctionnement des chaînes musculaires. On prend un exemple, les chaînes myofasciales, c'est de Myers, mais il y en a d'autres, etc. Donc, ouais, Alors, c'est super pour moi, intéressant. les chaînes musculaires, je l'utilise en tant qu'on va dire concept de compréhension, mais j'y vois pas une vraie réalité anatomique. Hmm. Alors donc c'est bien pour imager, mais qui peut entraîner certains problèmes. Et je pense que justement le fait qu'on sous-estime l'importance du caisson respiratoire dans justement toutes ces méthodes-là vient du fait que c'est une approximation de ces chaînes musculaires. On pourrait rentrer vraiment profond dans les détails, mais Complètement. Et puis, tu sais, en fonction des écoles, tu vas avoir des tracés qui vont être complètement voilà. différents. C'est vraiment En fait, des fois subjectif, tu vois, mais pour c'est moi, bien pour soit tout est exprimer une que chaîne c'est un musculaire. mécanisme global, finalement. Exactement. Soit tout est une chaîne musculaire. À partir du moment où tu fais un geste, bah, tous les muscles qui sont impliqués là-dedans, c'est une chaîne musculaire. Donc en fait, tu n'as que des chaînes musculaires. Soit effectivement, c'est conceptuel pour donner des directions de force plutôt. Hmm. Ok. Mais on remarquera que très souvent, ça passe pas par le diaphragme. Et quand ça passe par le diaphragme, la répartition des forces n'est pas correcte à cause justement de l'insertion du diaphragme et de la position du muscle. Tu regardes par exemple celle de c'est Busquet, Ouais. typiquement, le passage par le diaphragme, le passage de la force ne fait pas sens, en particulier sur ces chaînes croisées. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les chaînes de Busquet, ça doit faire une petite dizaine d'années. Faudrait que je Et ouais, m'embête. C'est vrai qu'après, je suis plus parti sur les myofaciales de Myers, mais qui sont aussi un peu décriés par certains, etc. Enfin, bref. Moi, j'aime bien les utiliser, tu sais, comme guide, ouais, tu mais vois. c'est super.
Voilà, Les gens comprennent vite avec voilà, c'est des... ça. Et, pourquoi alors quelque chose qui était automatique chez le bébé, parce qu'on le voit chez le bébé, il le fait vraiment bien, il a une belle maîtrise de tout ce fonctionnement. C'est marrant que tu parles des retournements, parce que c'est un truc que je fais systématiquement tous les jours en échauffement, en partant de la respiration, ensuite du regard, de la tête, et après, ben, soit je fais une dissociation, d'abord les bras, après les jambes, soit les jambes et après les bras. Enfin bref, c'est quelque chose que j'adore travailler. Et pourquoi ça, ce qui était automatique chez le bébé, chez le nourrisson, tu vois bien le jeune enfant qui respire encore bien, etc. Et puis d'un coup, c'est devenu non optimal chez le plus vieil enfant, adolescent, etc. C'est super intéressant comme question parce que jusque-là, pour moi, c'était assez théorique la réponse. Et j'ai eu un gamin il y a 2 ans. Et en fait, j'ai vu le moment où il a perdu ce truc-là. Et j'ai réussi à le rattraper. Et Ok. en fait, donc, pour moi, il y a deux problématiques. Ben, c'est quelque chose dont tu parles, puisqu'on en a eu parlé dans la discussion juste avant, c'est le stress. Mais Mhm. quel type de stress? Et en fait, pour moi, enfin, en tout cas, ce que j'ai observé et ce que je pensais, c'est quand tu regardes un adulte, en fait, l'adulte est dissocié. C'est-à-dire qu'il va isoler chacun de ses mouvements. Et d'ailleurs, on va dire la vieille musculation, c'est ça, c'est tu fais de l'isolation de chaque muscle pour travailler. Ben, en fait, l'adulte est comme ça. Bon, je t'apprends rien. Mais la question, c'est pourquoi? Et ce que j'ai remarqué, c'est comme tous les parents, quand il a commencé à se mettre à quatre pattes et qu'il a fallu gérer pour pas qu'il fasse n'importe quoi dans la maison, on l'a mis dans un parc. Et à partir du moment où son environnement finalement s'est réduit, ben, ses mouvements se sont réduits aussi. Mhm. Et donc là où il pouvait être ample, il a commencé à raccourcir. À l'instant, donc j'ai vu que, alors j'ai pas calculé tout de suite, j'ai simplement vu qu'il commençait déjà à se dissocier. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai regardé comment il se comportait dans le parc, le fait que tout soit plus court et qu'il ait plus l'amplitude au Mhm. départ de gérer le corps, bah, il a été obligé de raccourcir. J'ai Ouais. enlevé le parc, il est devenu normal. Et puis tu es obligé de. Enfin, t'as plus besoin d'aller chercher aussi loin Non, t'as pas besoin dans et tu ton peux pas. diaphragme. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la première problématique. Et ça, c'est donc je l'avais pas forcément envisagé déjà si tôt. Mais par contre, ce que j'avais envisagé d'un point de vue plus théorique, c'était qu'à partir de, on va dire, 5 6 ans, tu commences à être beaucoup en position assise. Et la position assise, si tu n'y fais pas attention, ça te casse ton caisson diaphragmatique. Et donc, si ton caisson diaphragmatique est cassé, tu n'as plus la force, en fait, de transmission pour faire ce type de mouvement. Donc, tu es obligé de compenser sur les chaînes post et hantes et tu commences à te redissocier aussi. Donc pour moi, c'est vraiment de base, et c'est pour ça que ça, c'est un truc que je dis énormément aux thérapeutes manuels, aux kinés, etc. Je dis, mais pour moi, ces trucs de développement, où parfois on va en fait chez des psychomotriciens ou autres, c'est de l'ordre pour moi presque de la kiné, parce qu'en fait, c'est une problématique du mouvement de base. Ensuite, il y a quand même un cercle vicieux qui se met en place pour moi à partir du moment où tu es en position assise, c'est que ton diaphragme étant gêné par la position assise, il va commencer à s'accélérer. En Mhm. s'accélérant, il va créer un déséquilibre au niveau de ton équilibre parasympathique orthosympathique, puisqu'en fait, la fréquence respiratoire est complètement corrélée bon, à la HRV, donc au niveau à l'équilibre orthopara. Et en fait, tu te mets en place un système de stress. Et comme tu es en situation de stress, bah, tu respires de plus en plus vite, ta respiration va être de plus en plus haute, ton diaphragme va être de moins en moins mobile, et donc tu vas compenser de plus en plus aussi posturalement, parce que quand tu es en station debout, si ton diaphragme ne bouge plus et que ton caisson n'est pas sollicité, bah, tu vas forcément, ne serait-ce que pour la station debout, venir t'appuyer sur ta chaîne poste. Donc en fait, non seulement tu te mets en place une boucle de stress, mais en plus tu viens sursolliciter tes chaînes antérieures et tes chaînes postérieures. Mhm. Et C'est tu vois un intéressant. truc, Oui, ouais, pardon, vas-y. vas-y, je t'en prie. Je parle trop, vas-y. Non, 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 tu parles pas trop, tu parles justement de choses qui viennent percuter mon esprit. Et tu dis, vers l'âge de 6 ans, tu sais, la position assise commence à entraîner des problématiques. Ce qui est marrant parce que c'est à peu près à cet âge-là que l'enfant commence à prendre, tu sais, une position assise, presque comme un adulte, et plus comme un enfant qui est tout le temps par terre, etc. Donc c'est plutôt l'assise moderne qui n'est pas fonctionnelle et qui entraverait le bon fonctionnement du diaphragme. Regarde, moi là, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est les femmes africaines. Tu sais, celles Hmm. qui portent un poids énorme sur leur tête. Ça, typiquement, tu ne peux pas le faire si tu es programmé sur tes chaînes post ou antérieures parce que tu te tues.
en fait. Mm. Ton cou, il prend trop cher, il n'y a rien qui transmet la force. Par contre, si tu as le question diaphragmatique, ça c'est un exercice que moi je fais faire aux gens, je les fais se suspendre à la tête des uns des autres et ils doivent avancer comme ça. Et quand tu as le question diaphragmatique, ça ne change rien en fait, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que tu le lâches, tu sens que ouf, ça tire sur le Mm. cou, ça tire partout. Et je pense que pourquoi les femmes africaines arrivent à faire ça? Parce qu'elles n'ont pas été déprogrammées par la station assise occidentale. Et Ouais. pareil, moi je suis d'origine asiatique. Quand je vois ma grand-mère qui était dans les rizières au Vietnam, mais quand aujourd'hui elle fait du jardinage à 90 ans, tu vois la position du dos qui est en fait une position absolument pas paradoxalement tenue par la chaîne poste, mais qui est tenue par le souffle. Et ce qui fait qu'elle peut rester des heures et des heures penchée et soulever en position Mm. totalement non ergonomique beaucoup de poids sans aucune difficulté. Mais elle a conservé toute sa vie ce caisson-là. Et elle arrive encore à faire du squat bas et des trucs comme ça parce que en fait, ça va avec. Donc, ce qui veut dire que vraiment tout ce qui se passe devant, ça favorise tout ce qui est parasympathique. Et donc, ce qui serait plus dans une chaîne de flexion, en fin de compte, le parasympathique, et qui te Ouais, alors permettrait de venir ça, travailler un peu plus le diaphragme. ça, c'est la théorie de Porges. Ouais, Comment ça s'appelle je n'ai plus le nom. Le polyvagal. polyvagal, Euh, ouais. j'ai un peu de mal avec ça parce que il y a plein de trucs qui ont été réfutés. Je suis rentré pas mal dans les détails là-dessus, donc je suis pas convaincu. Donc le côté para devant, ortho derrière, parce que protection, je sais pas. Voilà, pour pas Ok. être polémique, je vais dire je sais pas. Et dans mon modèle, j'ai pas besoin d'aller là-dessus pour expliquer parce qu'en fait, quand tu as cette forme de corps-là, ton diaphragme, ça veut dire il a l'amplitude de mouvement. Donc ta respiration va être globalement plus lente et du coup, tu vas être plus proche de l'équilibre que du sympathique. Il y a un truc qui est hyper important avec cette notion-là. Là, il y a une très très grosse étude sur la respiration qui est sortie et sur 3000 personnes. Et en fait, ils ont mesuré alors plein de trucs, mais dans les paramètres qu'ils n'ont pas notés, mais que moi, ça m'a choqué, ils ont vu que sur 3000 personnes, la fréquence respiratoire moyenne était de 17 respirations par minute. D'accord? J'ai fait un gros travail d'archives il y a quelque temps. Au début du XXe siècle, la respiration moyenne était plutôt entre 10 et 12. Quand j'ai fait médecine, C'est déjà. il y a maintenant quasiment 20 ans, on nous disait que la respiration, elle était entre 10 et 15. Aujourd'hui, l'OMS dit qu'elle est entre 15 et 20. Une espèce n'évolue pas en une génération ou deux Ouais. générations. D'accord? Donc, c'est qu'il y a une problématique qui se met en place. Et en fait, ce problème postural crée mécaniquement un problème de fréquence respiratoire qui lui-même va avoir un impact sur l'équilibre du système nerveux autonome. Et en étant toujours en sympathique, ça veut dire que tu as plus de cortisol, ça veut dire que ton système immunitaire, il est à la ramasse parce que tu as une inflammation qui est constante, tu as plus de tension, etc. Et tu as tout un tas de maladies à la con qui apparaissent. Moi, ça c'était intéressant parce que j'ai fait, pour une raison médicale, j'ai été sous anesthésie générale il y a quelque temps et il y a un monitoring respiratoire assez précis. Bah, en fait, ma fréquence respiratoire au repos, elle est de 11 parce que je travaille ma respiration. Mais en fait, Hmm. je pense que la fréquence respiratoire normale d'un être humain, elle est aux alentours de 10-12. Et quand tu regardes, par exemple, la mesure de la HRV, donc la HRV, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, hein, pour ceux qui ne savent Mhm. pas. La cohérence cardiaque, globalement, est basée là-dessus. Tu es au top de ta HRV quand tu as 6 respirations minutes. Tu descends à 10, tu as perdu 20% à peu près. Tu descends au-dessus de 12, tu es déjà à 40-50% de perte. Tu es au-dessus de 15, tu es à la ramasse. Donc en fait, personne aujourd'hui n'a vraiment mis le doigt sur ça, mais il y a une vraie problématique entre posture, fréquence respiratoire et du coup système nerveux autonome. Ok. Et pour moi, il y a tout un tas de maladies qui apparaissent là, type maladie auto-immune, tous des trucs, c'est que Hmm. bizarrement, les maladies modernes, c'est soit des maladies qui peuvent être liées à un excès de cortisol, typiquement tout ce qui va être diabète, etc. On sait qu'il y a une corrélation entre les deux, soit liées à des problèmes d'inflammation, or le sympathique crée de l'inflammation, soit liées à des problèmes d'auto-immunité. Hmm.
Et bizarrement, les trois, donc c'est lié au système nerveux autonome, et bizarrement, ces maladies apparaissent quand tu as ta fréquence respiratoire au niveau de la population qui explose. Voilà. Ouais, c'est des, c'est Mais, des corrélations qu'on se fait souvent avec tout ce qui augmente au niveau maladie ou problématiques diverses, c'est en fait qu'on peut apercevoir. Et alors, ok, peut-être qu'il y a des choses, on fait plus attention, donc on en parle plus, mais euh, on voit quand même beaucoup plus de gens avec beaucoup de problématiques de nos jours qu'il y a 20 ans en arrière où on pourtant, n'entendait même pas les gens se plaindre, tu vois. je suppose que toi, tu es plus sur les TMS que sur ce genre de problématiques Bah, d'auto-immunité. TMS, pas trop auto-immune parce que là, ça touche plus forcément notre champ d'action, mais ouais, TMS, mais aussi tu sais, les problématiques d'apprentissage chez les enfants, les troubles neurodéveloppementaux, etc. Donc, voilà. Alors, donc TMS, le lien est évident. Tu n'es plus sur ton diaphragme, tu es sur tes chaînes postes Hmm, Enfin, ça, c'est pareil, moi, c'est un truc que je comprends pas. Mais tu regardes les muscles de la chaîne postérieure. C'est que, bon, la plupart, c'est des muscles striés, mais à fibres rouges. Donc, c'est pas des muscles posturaux. Et ça tilte pas. Enfin, moi, il y a un truc que je comprends pas en fait. C'est tout le monde trouve ça normal. Tu vois, tu as des problèmes de dos. Le truc classique qu'on va te faire faire, c'est de te faire muscler le dos. Mais à hmm. quel moment des muscles à fibres rouges sont faits pour tenir un effort sur la durée? C'est pas leur rôle en fait. Donc pourquoi tu les muscles? Tu vois, et moi, il y a plein de trucs comme ça qui pour moi, il y a un problème en fait. On passe à côté de quelque chose. Donc TMS, pour moi, c'est directement lié à la non-utilisation du diaphragme. Et trouble de l'apprentissage, ça tu vas rigoler. Euh, Pareil, en fait, on sait que la respiration nasale favorise la stimulation du cerveau. Le problème quand tu as une respiration haute, c'est que la respiration nasale, c'est pas confortable du tout. Donc tu vas avoir tendance à avoir une respiration buccale. Et en Hmm. fait, en passant en buccale, tu as tout un flux d'air qui ne vient plus au niveau du cortex olfactif et donc qui sous-stimule l'activité Eh oui. cérébrale. Surtout quand tu connais l'importance de ce nerf olfactif qui va projeter quasiment sur l'ensemble du cerveau, hein. C'est peut-être un des nerfs crâniens les plus Pas sur, importants. pas sur tout le système limbique, tu vas. Enfin, Hmm. ouais, c'est hyper important. Et quand tu fais une respiration buccale qui, je le répète, est favorisée par une respiration haute, Hmm. ben en fait, ce cortex-là est beaucoup moins stimulé. C'est super intéressant. Malheureusement, on a largement dépassé toutes les limites, Ouais. mais je pense que j'aurais pu en discuter encore pendant 1 heure parce que c'est vraiment intéressant. Euh, Avant de clôturer, est-ce que toi, tu aurais un tips que tu pourrais donner aux gens là, si tu sais, le truc qu'il faut absolument là qu'ils fassent, tu vois, pour être mieux? Moi, je commence toujours. Alors, respirer par le nez, quand les gens qui font de la respiration, ils disent tous ça, et je suis d'accord, mais c'est hyper dur. Tu passes pas, si tu as une respiration buccale, tu passes pas par magie à une respiration nasale parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle tu respires par là. Hmm. Donc, moi, en fait, c'est vraiment là où je commence, c'est renforcer le diaphragme. C'est-à-dire venir se forcer à un exercice tout bête. J'aime pas, j'aime pas dire aux gens faites de la respiration abdominale parce qu'en fait, comment les gens vont faire de la respiration abdominale Hmm. les trois quarts du temps si on les laisse faire? Ils vont contracter tous les muscles du dos et ils vont venir gonfler le ventre. C'est pas une respiration abdominale, c'est une respiration ventrale et ça te déséquilibre encore plus. C'est Par ça. contre, ce que j'aime bien faire, c'est tu vas au niveau du plexus solaire, tu appuies fort et en fait, tu fais une contre-pression avec tes doigts pendant que tu inspires. Et là, tu viens travailler fort le diaphragme. Et tu essaies vraiment de pousser. Et juste en faisant un travail aussi simple, la respiration va un petit peu descendre au fur et à mesure et on va déjà diminuer la fréquence respiratoire et ça va commencer à enclencher, on va dire, un cercle vertueux. Ok, Donc si j'ai bah un écoute, tips, c'est un super type, j'adore. Merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie de voir tes autres conseils, ce que tu as créé, ton système en fait d'entraînement? le plus simple, c'est mon site artdelarespiration.fr. Évidemment, tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. Ok, super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Yvan. C'était très instructif. Je pense qu'on va avoir pas mal de sollicitations et du coup, on va être obligé de se revoir Ça serait parce avec que c'est plaisir. vraiment chouette. Merci Ok, beaucoup. merci à toi. À À bientôt. bientôt. Salut.